Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Larry Deadstock. Salut, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va nickel. Donc on te reçoit pour la sortie de ton premier livre, 1000 Sneakers Deadstock. Il sort aux éditions du Chêne. Dedans, tu retraces un peu l'histoire de la culture de la basket. Et je voulais savoir ce qui t'a poussé à l'écrire. En fait, le bouquin qu'on sort, c'est un peu le condensé de 30 ans de passion de sneakers. Moi, j'ai 43 ans, depuis que j'ai une dizaine d'années, la sneaker, ça m'a piqué. Donc, j'ai de la chance que j'ai provoqué d'en faire mon métier. Et voilà, ça représente vraiment 30 ans de sneakers. C'est au-delà de la sneaker, c'est vraiment un objet culturel qui représente aussi la musique, les films et tout un état d'esprit, toute une époque. Et c'est générationnel. C'est ça qui m'a poussé vraiment Après, je suis pas tout seul à avoir fait le bouquin. On est 4 dessus à l'écriture. Et plus aidé par un rédacteur. Et un photographe aussi. Et on a essayé de faire vraiment le bouquin comme presque un album de rap. C'est notre le premier qui sort. On a vraiment tout donné, on a mis nos tripes dedans. Et c'est combien de temps la conception de l'idée jusqu'à l'impression? Alors, on a été contacté l'année dernière, à peu près au mois de novembre. Et on a commencé début mars. Donc, de mars jusqu'à maintenant, ça a été même des nuits entières à bosser dessus. Donc, voilà, on a vraiment bossé beaucoup dessus. Donc ouais, on retrouve plein d'anecdotes, des entretiens avec des gens du milieu. Il y a l'histoire des marques, la présentation de plein de modèles. Et le livre, il a été préfacé par Mouloud Achour. Tout à fait. Je veux savoir comment ça se fait. Alors, Mouloud, la première fois que je l'ai rencontré, c'est marrant. Nous, en fait, on existe depuis 2016. La boutique, elle est arrivée en 2018 et on était en plein travaux. C'était en mars 2018. Et il y avait des bâches, il y avait vraiment de la poussière de partout. Et hop, je vois une petite tête qui se penche dans la porte et c'était Mouloud qui habitait dans le quartier. Donc on l'a rencontré à cette occasion. Et par la suite, moi je connais aussi Sébastien Abdelhamid qui a fait aussi un peu le relais. Et pour nous, c'était une évidence que ça soit Mouloud qui nous fasse la préface. J'ai bien aimé dans ce livre le système de badge que vous avez attribué au père. C'est-à-dire une paire qui est dans la hype, une paire qui rapporte beaucoup d'argent, une paire que vous aimez. C'est qui a eu cette idée? En fait, c'est une idée collective qui est née. C'était pour expliquer un petit peu aux novices et même pour rappeler même aux plus anciens que cette paire-là, c'était un Graal. Après, c'est vraiment à nos yeux, mais je pense aux yeux aussi de beaucoup d'aficionados. C'était vraiment pour marquer un peu l'histoire des paires. On n'a pas pu malheureusement parler en profondeur de chaque paire. Donc c'était un moyen pour nous de mettre un petit accent sur chaque modèle. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'entité Larry Deadstock. Donc à la base, t'es pas tout seul, c'est l'histoire de 4 potes qui sont passionnés par les baskets. Exactement. Et donc la sneakers, la définition officielle, on va dire, c'est une paire de sport qui est utilisée dans un usage quotidien. Un usage quotidien. Et aussi, le terme sneaker s'est apparu quand les baskets ont commencé à se revendre. J'ai même dit naturellement le mot basket, parce qu'à l'époque où j'ai grandi, on n'appelait pas ça des sneakers. C'est venu beaucoup plus tard. Et voilà. Mais du coup, c'est quoi ta définition de la sneakers? Moi, c'est une basket qui est passée de l'utilisation du sport à une utilisation quotidienne, mais avec un potentiel de revente. C'est vraiment ça ma définition. Et aujourd'hui, à l'ère des collabs, des paires qui sortent avec des musiciens, des sportifs, est-ce qu'on peut dire que c'est une œuvre d'art? Pour moi, c'est une basket ou une sneakers, c'est un objet qu'on pourrait même poser, et il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui l'utilisent dans ce sens-là. C'est vraiment un objet comme presque une statue, presque une nature morte, quoi. Et ce que j'aime beaucoup dans la sneakers, c'est que ça représente vraiment une époque, un moment, un instant T dans la vie de chacun. Donc c'est ça qui est chouette.
Toi, tu l'as dit, tu as été piqué par les chaussures très très jeune. Ouais. C'était quoi ta première paire de sneakers? Alors, ma première paire de sneakers, c'est celle qui m'a fait vraiment kiffer. C'est une paire que j'ai eue en 1992. Donc, ça remonte. Et à l'époque, c'était la grande époque de Michael Jordan, de Michael Jackson. Il y avait un acteur qui s'appelle Macaulay Culkin. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Et à ce moment-là, c'était un petit qui avait à peu près le même âge que moi à ce moment-là. Et il avait des Reebok Pump. Donc moi c'était la paire de mes rêves. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, ça se vendait, je crois que ça se vendait pas en France, ou en tout cas un modèle en particulier qui se vendait pas en France. Et un de mes oncles qui était parti aux États-Unis m'en avait ramené une paire en surprise. Et pour l'anecdote, j'ai tellement kiffé. J'étais petit après, hein, je referai pas à mon âge. Mais j'ai dormi avec au pied toute la nuit. C'est comme quand t'es excité de porter une paire avant la rentrée. Exactement, ouais, tout à fait. Mais, et du coup, c'est quoi qui t'a poussé à collectionner les baskets plus tard? Plus tard, ce qui m'a poussé, c'est le fait d'avoir un peu plus d'argent. C'est parce que quand on est jeune, forcément, on n'a pas de sous. Et je pense, que c'est une part de frustration d'avoir pendant des années, quand on est ado, d'aller dans les magasins, de baver devant les paires et on voit des prix exorbitants. On se dit, on peut pas se les offrir. C'est un peu une vengeance sur la vie, on va dire. Donc, avec vos potes, vous arpentiez marché de Montreuil, les puces de Clignancourt. À cette époque-là, comment on arrive un peu à discerner les paires qui vont se revendre, celles qui sont fausses? Comment on fait la différence? Moi, quand j'ai commencé à vendre des baskets, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait même pas Instagram. Donc, c'était beaucoup sur eBay. Et puis aussi beaucoup dans les cercles qu'on côtoyait de fans de basket. On savait que, par exemple, moi, quand j'ai commencé, c'était à une période où il y avait une grosse vague et hype, entre guillemets, de Air Max 1. Donc moi, mon Graal du moment, mes recherches, c'était de rechercher des Air Max 1, des modèles qui datent un petit peu. Et c'était vraiment ça. Je tournais dans toute la France à la recherche de ce genre de silhouette. Vous avez fait pas mal de voyages aux États-Unis, notamment à New York, et plein de salons partout en Europe pour revendre les chaussures. Et les voyages, dans le but de vendre les chaussures, qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Déjà, c'est une expérience humaine formidable. On a vraiment beaucoup voyagé. On a dû faire plus d'une 60aine de salons de la sneakers à travers toute l'Europe. On est parti aussi beaucoup aux États-Unis, comme tu le disais. Et c'était une ambiance entre potes en mode very bad trip. C'était d'aller chercher des baskets, c'était aussi le prétexte de se retrouver entre nous. Et de partir. Et de partir. Et puis la pépite, c'est quand on arrivait à trouver ce pourquoi on était parti en voyage, quoi. Donc tous ces voyages, ça a donné lieu au site Larry Dead Stock, puis à la boutique. Mais c'est à quel moment que vous vous êtes dit, on peut en faire un métier? En fait, moi, j'ai commencé à revendre des baskets un peu au hasard il y a une quinzaine d'années. Je voyais que ça marchait plutôt bien. J'ai continué dans ce sens-là. Ma chambre, ça ressemblait à une réserve de chez Foot Locker. C'était du n'importe quoi. J'étais entouré de murs de basket chez moi. Et à côté de ça, je bossais. Et en fait, au fil du temps, je m'apercevais qu'en un week-end, je pouvais gagner l'équivalent de mon salaire du mois. Donc, c'est là que ça a commencé à me faire un peu cogiter. Au-delà de l'aspect financier, moi, ça m'éclatait vraiment d'être baigné tous les jours dans la basket. Donc, c'est en 2015 que j'ai sauté le pas. Et je me suis jeté dans le grand bain pour en faire un taf comme il se doit. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de resellers, de gens qui vivent de ça. Mais ça fait que quelques années que le marché a vraiment explosé. Toi et tes potes qui y êtes depuis un moment, comment vous avez vécu un peu cette explosion En fait, l'explosion, elle est venue avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook. C'est les réseaux sociaux qui ont vraiment fait exploser cette hype, parce qu'il y a aussi sur le resell,
c'est bien aussi de se dire, moi, je suis un reseller, moi, je suis dans le... C'est super, hein, même, je trouve que même pour les jeunes, ça leur met un pied dans l'entrepreneuriat, donc c'est magnifique. Et nous, on l'a vécu, l'explosion de la sneakers, on l'a vécu, je pense que c'est courant 2012, quand c'était à la sortie de la Jordan 11 Concorde, et en fait, elle avait fait vraiment parler d'elle, parce qu'il y avait eu des émeutes aux États-Unis, des gens qui couraient dans tous les sens. Il me semble qu'il y a eu plein d'arrestations. Il n'y avait pas eu des morts, mais plus tard, il y a eu des morts à cause d'une sortie de basket. Et la vague, elle est arrivée un petit peu plus tard en France, chez nous. On a eu les échos un peu plus tard. Et c'est vraiment là où ça a mis le focus sur la sneakers, parce que c'est un marché à part entière, quoi. Tu le dis dans ton livre, mais je crois que c'est pas tout le monde qui est au courant. Mais tu rappais plus jeune. Oui. Sous le nom de Larry Dinka, je crois. Tout à fait. Je voulais savoir, c'était quoi un peu ton rapport au rap depuis jeune? Le rapport au rap, c'était une manière de s'affirmer, de sortir des sentiers battus. Je suis aussi moi, je suis du Val-de-Marne, du 94. C'est aussi l'école de la mafia Quinfri, de Kerry James, et nous, on a été, moi en tout cas, j'ai été bercé à ce rap-là qui invite à se dépasser, à ne pas se contenter de ce qu'on veut bien nous donner. Et c'est dans ce sens-là que ça m'a plus tard même motivé à m'affirmer et à entreprendre. Et t'écoutes encore du rap aujourd'hui? Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. T'écoutes qui? J'écoute Frisk Orleans, par exemple, ça m'arrive. Mais après j'écoute ce qui se passe, ce qu'on écoute dans la boutique, ce que les vendeurs plus jeunes nous font écouter aussi. Je suis bien ouvert à tout, même à la nouvelle génération, j'aime bien. Ouais. Et parce qu'en vrai, aujourd'hui, même depuis 30 ans, le rap et les sneakers, c'est un milieu des milieux qui sont ultra proches. On voyait déjà qu'il y avait des collabs, par exemple avec Run DMC, avec Raekwon. Et comment t'expliques que ces deux milieux se rejoignent autant? C'est un milieu qui est intimement lié avec le rap et aussi le sport, notamment le basketball. Et les artistes ont toujours porté ce genre de modèles, ont détourné parfois ces modèles-là pour vraiment se les accaparer. Et notamment, plus jeune aussi, moi j'étais fan du Wu-Tang. Et ils avaient des dunks, ils ont d'ailleurs sorti en 1999 une dunk Wu-Tang en Friends and Family, uniquement 36 paires au monde, qui faisaient référence à leur album La 36e chambre. Je vais pas le dire en anglais parce que je vais m'afficher. T'inquiète. Et non, ça a toujours été lié. Et là, ces dernières années, les marques ont encore plus mis l'accent avec l'univers du hip-hop, notamment avec les sorties avec Travis Scott, etc. quoi. Mais justement, comment t'expliques qu'un Travis Scott aujourd'hui, il attire autant les marques? Je pense que c'est son charisme, sa façon, il arrive à fédérer vraiment beaucoup de gens. C'est aussi un lifestyle qui, quand on met une paire de Travis Scott, on se sent un peu comme lui, entre guillemets. On écoute le même genre de musique, on mange la même chose. Il a fait des collabs avec McDo, donc on est dans cet univers-là, tout à fait. C'est comme avec Drake aussi. Quand on met une paire de Nocta, on est dans un mode drill. Donc voilà, c'est un peu ce délire-là. Il y a Dinos qui dit dans un morceau, regarde, ils mettent tous des requins, avant ils pouvaient pas. Ah ouais, ils disent pas requin, ils disent TN. Je tourne dans Paris Sud, je rappe comme Booba dans ton mort, comme Cameron, je rappe comme Dinos dans Taciturne. Ils veulent tous nous signer, avant ils voulaient pas. Regarde, ils mettent tous des requins, avant ils pouvaient pas. Ah ouais, ils disent pas requin, eux, ils disent TN. Ouais. Et dans le livre, vous parlez un peu de l'évolution du streetwear. Je voulais savoir, c'était quoi ta définition du streetwear à toi? Pour moi, le streetwear, c'est la marque qu'on voit porter dans la rue. Et parfois, c'est même sans le vouloir, parce que parfois, c'est un petit peu forcé avec les marques ces derniers temps. Mais à l'époque, c'était
c'était vraiment des objets ou des marques détournées qu'on voyait dans la rue. Et pour moi, c'est ça, vraiment. C'est dans la rue et souvent fait par des gens de la rue. Pour moi, c'est ça le streetwear. Et du coup, qu'est-ce que tu penses, par exemple, d'une paire comme la TN, qui à l'époque était, on va dire, exclusivement non, mais en majorité portée par des gens de la rue, et qui aujourd'hui se retrouve à être une paire grand public que tout le monde porte? Avant, on peut dire que c'était une icône Kaira, on peut le dire. C'était porté que dans les cités et tout. Et après, moi, que je trouve cool, c'est que ça évolue. C'est pas fait pour rester figé à l'éternité. Moi, je trouve ça chouette que ça évolue. Et le style dans la rue, il a beaucoup évolué. Et comment t'expliques qu'on soit passé du jean large, de la Stan Smith avec un cuir, à aujourd'hui un ensemble avec une veste quechua et une paire de requins? Moi, je pense que on a parlé un peu de rap au début. Je pense que comme dirait Youssoupha, c'est un éternel recommencement. Là, on est dans une vague de jeans un peu slim, etc. Mais la vague de porter du large et tout, ça reviendra. Et c'est vraiment des cycles. Souvent, tous les 10 ans, on voit qu'on n'entend plus parler d'un modèle. Hop, le modèle revient, il est mis sur le devant de la scène. Et c'est souvent comme ça. D'ailleurs, quand on regarde même les paires qui sont portées, en ce moment, c'est les Dunk, les Jordan. C'est une silhouette qui existe depuis 30 ans, depuis 30 ans, même voire 40 ans. Et pourtant, il n'y a rien de mieux pour être au goût du jour que de porter une Dunk qui est sortie au début des années 80. Quoi. Et du coup, c'est des paires qui ont eu plein de collaborations. Je veux savoir pour toi, c'est quoi la meilleure et la pire collab sneakers? La meilleure collab, pour être un peu dans le actuel, et qui met vraiment la barre très haute, c'est la collab Jordan 1 avec Dior. C'est magnifique d'être passé d'une marque de basketball portée par des ados il y a des années, et pour finir sur les plus grandes places de luxe. Donc ça, c'est chouette. Et les pires collabs, je pense que c'est Jérémy Scott avec Adidas, c'était atroce. Sorti en quelle année, ça? Je pense qu'il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Avec des peluches sur la languette et tout, c'est dur. Je vois pas à quoi il ressemble. C'est compliqué. Donc vous avez plusieurs boutiques dans Paris, 3 précisément. Donc il y a Larry Deadstock, où vous vendez les chaussures. Exactement. Il y a Larry et la chocolaterie, qui est plus centré sur les sucreries américaines et japonaises. Ouais, c'est ça. Et Larry et les bons tuyaux, où là, c'est vraiment plus du particulier à particulier, avec des chaussures d'occasion. C'était quoi la volonté quand vous avez ouvert cette 3e boutique? En fait, quand on a ouvert les boutiques, on a voulu proposer une vraie expérience client à ceux qui viennent nous rendre visite. Il y en a qui viennent pour les baskets, mais parfois, les baskets, on sait que c'est assez cher. Mais quand ils viennent chez nous, ils viennent pour qu'ils puissent quand même partir et s'approprier un peu de notre univers. On a trouvé sympa de faire Larry et la chocolaterie. Pareil, le même principe que pour les baskets, on propose une sélection de produits. Là, c'est de la bouffe, mais américaine et japonaise, mais au-delà de produits américains, japonais, même dans ça, on va chercher des collabs. Même Travis Scott avec Reese's a sorti des céréales. Donc on essaie toujours de faire le pont entre les deux univers. Et la 3e boutique, Larry les bons tuyaux, c'est un comptoir de rachat et de dépôt-vente. Donc les gens qui gagnent les tirages au sort sur les baskets peuvent venir directement nous revendre leurs produits sur place. Donc tu disais, tu veux que les gens, même s'ils achètent rien, faut qu'au moins ils repartent avec une anecdote ou quoi. Exactement. Et pour finir, je vais te donner... Moi, si je peux me permettre, c'est ce qu'on fait au quotidien chez Larry Deadstock, c'est ce que moi j'ai aimé quand j'étais plus jeune, quand je faisais du rap et que j'allais dans une boutique de vinyle. J'y allais pas que pour acheter un vinyle. Ça se trouve, parfois même, je le trouvais pas le vinyle que je voulais. Mais t'apprenais quelque chose à chaque fois. J'apprenais quelque chose, j'échangeais avec les vendeurs, je rencontrais des gens comme moi qui aimaient la musique.
Donc on a voulu faire pareil sur nos boutiques, vraiment faire une boutique comme on trouve plus trop maintenant, où c'est que de la consommation à outrance. Là, les gens ils peuvent venir chez nous, se poser un petit peu, discuter, c'est ça qui est chouette. Et du coup, pour finir, j'aimerais que je te donne un modèle de chaussures. Et normalement, tu devras reconnaître, mais ça devrait être en lien avec une anecdote qui est présente dans le livre. D'accord. Donc si moi je te dis la Shadow 6000 de Soconi. La Shadow 6000, c'est la Burger. La Only So. Ah, Only So. Ouais. Celle-ci, celle-ci, on s'en est inspiré au niveau des couleurs bleu, blanc, rouge, qui sont aussi les couleurs du drapeau français, pour en faire la couleur de notre logo. Donc voilà, c'est ça que ça m'inspire. Et dernière chaussure, la Nike Air Yeezy 2. La Yeezy 2, ça représente beaucoup d'argent, mais ça représente aussi un tournant pour le resell où c'est une des premières fois, ça s'était déjà fait par le passé, mais là pour le grand public, c'était une des premières fois où des baskets se revendaient vraiment très très cher et que le grand public a pu s'en apercevoir en fait. Et je crois qu'il y avait l'histoire d'un jeune qui n'a pas pu avoir la paire et il est revenu plus tard avec son père et qui a dit, son père il a dit je vous donne 1 800 € pour l'avoir tout de suite. Ah ça c'était sur le camp de la Yeezy où effectivement une personne est venue directement pour l'acheter. Maintenant c'est une grosse somme, 1 800 € sur le coup, mais maintenant c'est une paire qui se revend quasiment au moins 5 ou 6 000 €. Donc ça a repris de la valeur entre-temps. Ouais. Donc dans le livre, on a encore plein d'anecdotes sur les chaussures. Malheureusement, on est déjà à la fin. Mais vous pouvez vous le procurer aux éditions Duchesne. Il est disponible partout. Donc merci beaucoup, Larry. Merci à vous, c'est super cool de m'avoir reçu. Je suis très content. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup.